Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computacenter. Je m'appelle Philippe Jost, j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computacenter en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computacenter est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI et l'ensemble des organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel, et je tiens à les remercier. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les enjeux sociétaux font désormais partie intégrante de la vie de l'entreprise, que ce soit à travers l'engagement des collaborateurs ou à travers des réglementations visant à inciter les entreprises à participer à l'effort de la société. Un des sujets majeurs de ce crossover entre enjeux sociétal et enjeux d'entreprise, c'est le green. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de dédier notre première série de podcasts au Green IT en la baptisant Autour du Green. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quels sont les enjeux prioritaires pour nos clients dans ce domaine. Et pour ce faire, j'accueille deux invités exceptionnels, à commencer par Aurélie Michaud. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe. Aurélie, tu es Customer Insight Manager chez Computacenter. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Customer Insight ? Customer Insight est en charge de mesurer la satisfaction de nos clients. C'est très clair, merci Aurélie. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par Caroline Médieux. Bonjour Caroline. Bonjour Philippe. Caroline, tu es consultante Customer Obsession. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais finalement au quotidien avec nos clients ? Oui, j'accompagne nos clients sur leurs enjeux transformation et innovation, autour du workplace et plus largement autour du support aux utilisateurs. Merci beaucoup Caroline. Pour démarrer, on donner un petit peu de contexte, on a dans le cadre de notre enquête de satisfaction annuelle, qu'on appelle CRS chez Computacenter, Customer Relationship Survey, on a posé pour la première fois cette année en 2022 à nos clients une question autour de ces enjeux Green IT, en leur proposant une liste d'enjeux et en leur demandant d'identifier ceux qui étaient les plus prioritaires, les plus majeurs pour eux. Dans ce cadre-là, Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer justement quels sont peut-être les deux enjeux prioritaires pour les clients de Computacenter autour du Green IT en 2022 ? Les deux premiers sujets les plus plébiscités et qui clairement se distinguent des autres sujets, ce sont tout d'abord le recyclage des matériels informatiques et ensuite l'allongement du cycle de vie des équipements. Donc tout ce qui tourne autour de la revalorisation et de l'optimisation des matériels et équipements. Donc deux sujets finalement qui sont extrêmement proches l'un de l'autre et qui de toute façon traitent de la durée de vie des matériels. Caroline, dans ton quotidien avec nos clients, est-ce que ça te surprend que ces deux enjeux soient en tête de notre classement ou est-ce que c'est quelque chose qui te paraît relativement logique ? Non, ça ne me surprend pas Philippe. Les résultats de l'enquête menée par Computacenter sont bien le reflet de ce que l'on voit chez nos clients. En effet, le domaine du digital représente une opportunité pour nos clients, une opportunité de mener des actions concrètes qui pourront être visibles du grand public. Il ne faut pas oublier que ce sont des clients majoritairement du CAC 40 ou du service public, donc très en visibilité, mais aussi visibles de leurs collaborateurs. Et prolonger le cycle de vie des ordinateurs, gérer le recyclage, sont des actions qui sont traçables et mesurables. Donc, c'est l'action Quick Win qui va permettre de répondre à cette nécessité de sobriété numérique, bien sûr, et qui est valorisable à l'interne comme à l'externe, mais aussi qui va dans le sens d'une réduction des coûts de l'entreprise. Donc, c'est très intéressant dans la conjoncture actuelle. Pour autant, si on compare en détail les actions qui sont engagées pour prolonger le cycle de vie de la machine, on va voir que nos clients ne sont pas tous à maturité égale, ça c'est certain. Et ça va tenir plutôt à la démarche de l'entreprise. Je m'explique, certains vont avoir une démarche de bout en bout qui va prolonger le cycle de vie de la machine dès son acquisition. Donc, par exemple, un outil de End User Analytics qui permettra d'agir proactivement sur la santé du poste du travail. Un autre exemple avec la technologie Intel vPro qui va permettre d'agir proactivement, mais de corriger aussi à distance certains crash PC, donc d'éviter des déplacements de techniciens ou des déplacements d'utilisateurs sur site. D'autres clients vont ouvrir leur politique à du BYOD avec le Bring Your Own Device, ce qui permettra de disposer d'un seul ordinateur pour faire du pro et du perso comme un 2 en 1 plutôt que 2. Et d'autres clients vont par contre plutôt modifier leur politique de renouvellement des machines et opter pour un renouvellement à 5 ans, 7 ans, voire 5 ans plutôt que 3, sauf bien sûr en cas d'absolue nécessité. En revanche,
si on s'attache au recyclage des machines, c'est un petit peu le même constat. On va avoir des initiatives qui vont permettre de valoriser la fin de vie des machines en entreprise au bénéfice des salariés, avec en toile de fond cette économie circulaire qui est intéressante. On a même un de nos clients qui a mis en place une plateforme pour ses employés et ça leur permet d'avoir donc des dons de matériel professionnel. D'autres vont utiliser leur fondation d'entreprise pour promouvoir l'e-accessibilité de populations défavorisées. Et on a d'autres clients qui n'ont pas encore cette dimension sociale ou cette économie circulaire, mais qui vont par contre mettre en œuvre des circuits de recyclage des machines avec toute une économie environnementale à impact la plus basse possible, en quelque sorte. Merci Caroline. Donc si je comprends bien, hein, on a d'abord deux sujets qui sont très proches l'un de l'autre, hein, vraiment sur l'allongement, on va dire, de la durée d'utilisation du matériel, que ce soit de la première main ou de la seconde main, mais un certain nombre d'actions possibles pour avoir un impact positif sur cet enjeu en fonction du niveau de maturité de nos clients ou finalement de leur volonté globale ou de leurs engagements vis-à-vis de ces sujets-là. Alors, on a évoqué les deux sujets les plus plébiscités par nos clients. Aurélie, à l'inverse, si on se tourne un peu vers le bas du classement, quels sont les sujets qu'on avait mis dans la liste et qui finalement ne sont pas vraiment des enjeux, ou en tout cas ne sont pas des enjeux prioritaires pour nos clients? Le sujet le moins plébiscité, c'est la sobriété des applications. Et on trouve aussi un peu plus sollicité, mais toujours en bas de la liste, la politique d'impression. Alors voilà deux sujets qui, moi, personnellement, m'étonnent un petit peu. Caroline, je vais commencer par me focaliser sur la partie politique d'impression. D'une certaine manière, ça m'étonne, et puis d'une autre manière, ça ne m'étonne pas. C'est quoi ta vision, toi, sur le fait que finalement, la politique d'impression ne soit pas un enjeu fort autour du Green IT chez nos clients? Parce que j'ai quand même l'impression que ça fait quelques années qu'on discute de dématérialisation et utiliser moins de papier, rationaliser les moyens d'impression. J'ai quand même l'impression que c'était un enjeu très fort. Oui, ça l'est, tu as raison Philippe, mais pour autant, comme tu le dis, c'est un enjeu qui n'est pas récent. Ça fait déjà quelques années que nos clients ont adressé ce sujet en interne et qu'ils ont réduit drastiquement le fait d'imprimer sur du papier et beaucoup opté pour la dématérialisation. Donc ce sujet, je pense aujourd'hui, à date de cette enquête, n'est pas prioritaire parce qu'il a déjà été adressé. Il ne revient pas sur le devant de la scène, mais pour autant, ça reste quand même quelque chose qui est toujours, dans les consciences et c'est une lutte de chaque jour dans les entreprises pour éviter que les utilisateurs n'impriment des choses. Il faut aussi considérer le fait qu'avec le travail hybride, on a moins de personnes sur site et que cette politique d'impression, de facto, elle a aussi été drivée par le fait que la nécessité est moins forte, forcément. Les gens sont chez eux, donc il y a moins de politique d'impression à gérer. Je me souviens en effet, il y a quelques années, de grands projets de réduction des nombres de moyens d'impression, de centralisation et de gestion des MFP à la place d'imprimantes personnelles. Et oui, avec tout le monde qui était au bureau, je me souviens ça avait fait un peu de bruit chez nos clients qui avaient mis en place des projets de ce type-là. Le deuxième aspect est celui qui est finalement moins sollicité, et là aussi, finalement, je suis un petit peu surpris, mais il y a sûrement des facteurs d'explication. C'est donc cette sobriété des applications. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Caroline, que finalement, ça ne soit pas un enjeu pour nos clients? Est-ce que c'est parce que c'est un enjeu chez les éditeurs, finalement, et pas chez nos clients, parce qu'on a de plus en plus de ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est exactement ça. C'est une partie de l'explication, effectivement, c'est que l'enjeu n'est pas à leurs mains. Nos clients généralement s'appuient sur les éditeurs pour les applications, et donc ce ne sont pas eux qui vont pouvoir agir sur l'impact du développement d'une application. Encore une fois, je vais modérer cette réponse en te disant que certains de nos clients sont plus matures ou intègrent dans leur organisation des services de développeurs et qui fabriquent leurs applications à leurs mains pour les métiers finalement. Donc, ils vont avoir à cœur de développer des applications beaucoup moins impactantes, avec des fonds d'écran qui sont moins lumineux, avec moins de clics possibles d'une page à une autre pour trouver les informations. Donc, il y a quand même aussi tout un green développement qui se fait dans ces entreprises-là.
Mais encore une fois, il y a aussi un élément qu'il faut considérer, c'est que c'est pas une mesure qui est facile à faire. Calculer l'impact carbone d'une application n'est pas aisé et c'est une traçabilité qu'on a du mal à tenir en fait. C'est un sujet qu'on abordera dans un des futurs podcasts, notamment cette complexité autour de la mesure et on va dire l'espèce de non-standardisation qu'il y a autour des KPI liés à la partie Green IT. On abordera ces sujets-là dans un épisode prochain avec Constance Renard quand on parlera notamment des engagements qui sont pris par Computacenter voilà, pour nous-mêmes, entre guillemets, et vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos clients. Caroline, tu l'as évoqué tout à l'heure, la technologie Intel vPro est un des moyens d'avoir un impact positif sur la politique de Green IT. Intel est notre partenaire. Intel vPro, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel vPro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computacenter recommande l'activation de la technologie Intel vPro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. On ne pouvait pas être plus dans le thème de ce podcast aujourd'hui. Et encore une fois, je remercie Intel pour leur partenariat afin de nous permettre de créer cette série de podcasts. Aurélie, je me tourne à nouveau vers toi. On a parlé du top 2, on a parlé du bottom 2. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été plébiscités par nos clients et qui te semblent intéressants à mettre en avant ? Oui, il y en a deux autres sujets qui sont mis en lumière dans cette enquête et qui restent bien plébiscités. Il s'agit de la sobriété des infrastructures et la gouvernance en matière de Green IT. Alors voilà, deux sujets qui, pour le coup, ne sont pas franchement proches l'un de l'autre. Je vais commencer par la partie gouvernance, Caroline. Moi, j'ai le sentiment que aujourd'hui, ce besoin-là, il vient d'une espèce de position des DSI entre la réglementation qui évolue de plus en plus et qui, globalement, rajoute des couches de justification et de calcul nécessaires au DSI, et d'un autre côté, des entreprises qui aujourd'hui toutes s'engagent sur une réduction de leur impact carbone, que ce soit sur le scope 1, le scope 2, le scope 3, et donc qui prennent publiquement des engagements en disant on sera net zéro sur le scope 3 en 2040 ou en 2050. Tu l'as dit, on travaille beaucoup avec des clients, notamment des clients du CAC 40 ou des organismes publics pour lesquels ces engagements sont finalement très visibles et du public et de leurs propres collaborateurs. Est-ce que cette espèce d'étau qui se referme autour des DSI, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens au quotidien avec les gens avec qui tu échanges ? Est-ce ils ont vraiment besoin d'aide et d'accompagnement là-dessus ? Oui et non. En quelque sorte, il y a effectivement une distance entre la réglementation qui va être impulsée par les gouvernements pour pouvoir guider ce que doivent faire les grandes entreprises en la matière. Et donc, tout affiche des politiques et des stratégies environnementales très ambitieuses avec beaucoup de renforts de data à l'appui comme étant le nouveau capital de l'entreprise. La data, c'est vraiment le nerf de la guerre pour driver ces questions environnementales aujourd'hui. En revanche, il faut que ça descende dans les organisations et cette politique, quand elle arrive au niveau des DSI, on ne parle plus finalement de ces guidelines gouvernementales et on est plus sur le sujet de la gouvernance entre les achats et la DSI. Les organisations internes, ça peut être un accélérateur de sobriété numérique comme un frein selon l'organisation de l'entreprise. S'il y a une bonne synergie entre un service achat et la DSI d'une entreprise, on est sur un facteur clé de réussite parce qu'une politique achat groupe qui redescend avec des objectifs clairs et des décisions concertées avec les parties prenantes, que ce soit d'ailleurs à l'interne ou à l'externe, puisque les fournisseurs sont aussi parties prenantes de cette politique d'achat responsable, alors ça aidera l'entreprise sur ce volet. Et je pense que c'est majoritairement ainsi, heureusement, que ça se passe chez nos clients aujourd'hui. Il y a quand même une bonne synergie entre les DSI et les achats responsables.
Ouais, donc je comprends que ta vision, elle vient aussi, on va dire, de cette partie achat. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les RFP ou dans les cahiers des charges de nos clients d'organismes publics. Ça n'est plus du tout un nice to have, entre guillemets, mais c'est un must have. Il y a des critères absolument précis sur ces enjeux-là. Et je comprends de ce que tu expliques que ça descend majoritairement de la partie achat et que du coup, si les deux sont bien coordonnés, la DSI et les achats, alors dans ce cas-là, ça permet que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Le deuxième point qui a été mis en avant par Aurélie dans ces enjeux encore à identifier, c'est la sobriété des infrastructures. Tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, on a, en tout cas chez Computa Center en France, au niveau des services, plus de clients autour du workplace qu'au niveau des infrastructures. Est-ce que malgré tout, tu vois chez tes contacts très workplace cette volonté, cet enjeu fort autour de la sobriété des infrastructures, ou est-ce que c'est encore très siloté chez nos clients et que ceux qui parlent du workplace, ils parlent du workplace et ceux qui parlent de l'infra, ils parlent de l'infra? Alors, ça reste quand même assez siloté, mais en général, ils arrivent à coordonner leurs actions parce que c'est absolument nécessaire. Pour s'adapter à la conjoncture du travail à distance et des évolutions matérielles et logicielles qui ont eu lieu, nos clients ont vraiment mené des transformations des infrastructures à marche forcée. Ces 2 dernières années, ça a été le cas. Mais en parallèle, la tendance chez nos clients est de considérer la data comme un nouveau capital, comme je vous l'ai dit, pour l'entreprise. Donc, la collecte, le stockage, l'accessibilité de la data, son analyse, sa protection également, ce sont des questions qui sont majeures aujourd'hui, qui sont vraiment centrales. Et les infrastructures réseau ou data centers vont représenter quand même 1/3 de l'empreinte environnementale du numérique mondial, il faut le rappeler. Donc, pour ce qui est de l'énergie primaire et des gaz à effet de serre, ce qui fait qu'il y a un véritable sujet derrière tout cela. Là aussi, nos clients sont conscients de l'urgence. Ils savent qu'il faut passer de ce qu'ils ont eu ces 2 dernières années en transition numérique vers de la transition écologique. On n'est pas sur le même concept finalement. Ils explorent les solutions, décommissionner les serveurs physiques au profit des serveurs virtuels, par exemple, ou la migration des data centers vers du data center low impact. Et les solutions d'optimisation du fonctionnement, de maintenance proactive sont aussi des pistes très intéressantes et c'est au cœur des échanges que nous avons avec nos clients. Donc la prise de conscience est bien là, mais elle se fait en fonction de l'existant, puisqu'on ne part pas tous, chez tous nos clients, de la même maturité. En fonction de l'organisation, on vient de le dire, et les niveaux de maturité très disparates vont rendre la mise en œuvre beaucoup plus complexe selon tel ou tel client. Merci Caroline. C'est une réponse un peu, Non, mais c'est un peu longue, mais c'est très intéressant. J'ai envie de te poser une question supplémentaire. Est-ce que finalement, dans ce que tu vois au quotidien chez les clients, on a parlé, et justement, je vais parler plutôt des enjeux prioritaires. Est-ce que tu vois, parce que comme on l'a dit, ça reste quand même un peu siloté, ces organisations chez nos clients, on l'a évoqué, tous ces enjeux, et la liste des enjeux qu'on a parcourus aujourd'hui ne sont pas forcément gérés par les mêmes silos chez nos clients. Est-ce que tu vois des conflits dans la priorisation de certains sujets par rapport à d'autres? Ou est-ce que ton sentiment, c'est que justement, à l'intérieur d'une organisation, on est tous plus ou moins engagés dans la même direction sur ces sujets-là et il n'y a pas de priorisation d'un sujet green par rapport à un autre? alors oui, effectivement, alors le mot conflit est peut-être un petit peu fort. C'est vrai que c'est plutôt se mettre en ordre de marche dans le bon sens des choses. On a chez des clients de très bonnes initiatives, de bonnes intentions. Ils savent où ils veulent arriver. Ce qui va poser plus de problèmes, ce sont les étapes pour y parvenir. Et là, on peut vraiment les accompagner. C'est notre rôle et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à pouvoir mettre en place des choses positives et constructives chez eux en coordonnant différents services et en permettant de faire finalement d'avoir une feuille de route avec un phasing de projet qui va bien s'articuler d'un service à l'autre, entre le workplace, entre l'infra. C'est un peu notre rôle et c'est comme ça qu'on peut et améliorer les choses et adresser ces questions environnementales au plus vite et possible. Merci Caroline. Aurélie, j'ai envie de te mettre à contribution d'une manière qui n'était d'ailleurs pas forcément prévue.
Dans cette enquête et dans ces différents facteurs là que tu as pu lire, j'ai envie de poser la question à la citoyenne, entre guillemets, plutôt qu'à la collaboratrice de Computa Center ou à la Customer Insight Manager. Est-ce qu'en tant que citoyenne, finalement, tu te retrouves dans ces enjeux-là, ou est-ce que tu as, quand tu lis la manière dont nos clients ont identifié ça, est-ce que tu vois un décalage par rapport aux enjeux sociétaux ? Quand tu vois ma liste, mon petit top, je ne sais plus combien on avait de sujets, mais presque un top 10, j'ai l'impression que le sens de lecture, c'est un peu le reflet de ce qu'on vit en tant que citoyen, tu l'as dit. Donc on part d'abord de l'existant, hein, tout cet équipement, tout ce matériel qui nous entoure, hein, donc il faut en faire quelque chose, hein, il faut le rendre plus vert. Et ensuite, la sobriété, hein, donc faire des économies, tout simplement. Et j'ai envie de dire que la dernière chose qu'on pourrait citer, c'est qu'il faut organiser tout ça. Donc là, on parlera donc plus de gouvernance, à mon sens. Merci beaucoup Aurélie. Caroline, Aurélie, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas couverts qui vous semblent importants autour de nos enjeux clients ? Caroline, je sais qu'il y a un sujet qui te tient à cœur en général, c'est l'acculturation, l'accompagnement des utilisateurs. On avait, Aurélie, si je ne dis pas de bêtises, l'acculturation des utilisateurs était dans la liste, mais du coup, il n'est pas forcément très plébiscité par nos clients. Non, il se retrouve vraiment dans la partie des moins plébiscités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que finalement on vit dans un monde où, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon les enjeux sociétaux sont tellement grands et il y a tellement ce crossover entre les enjeux sociétaux et les enjeux d'entreprise que finalement on a moins besoin d'acculturer les utilisateurs ? Ou est-ce que ça veut dire tout simplement que c'est un sujet sur lequel en général les clients ne sont pas forcément très bons et donc du coup ça se retranscrit aussi sur la partie Green IT ? C'est quoi ton avis, Caroline, là-dessus ? Alors, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais je suis pas étonnée qu'il soit moins plébiscité dans les résultats de l'enquête. Alors, j'aimerais pouvoir me dire qu'il a déjà été traité, hein, comme dans les années passées, et que du coup, c'est plus prioritaire. Mais là, je serais vraiment extrêmement optimiste. Malheureusement, ce n'est pas le cas, à mon sens. Je pense qu'on est face à un vrai paradoxe et que l'usage devrait être le premier levier de sobriété numérique dans les entreprises. En revanche, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, c'est la même chose que dans nos vies personnelles. L'action individuelle, elle peut sembler tellement négligeable que malgré les prises de conscience, on a du mal à changer de comportement. Il y a de nombreuses actions qui sont menées chez nos clients et on les accompagne aussi sur ces questions. Par exemple, on réalise l'analyse des usages des postes de travail pour un client avec, encore une fois, un outil de End-User Analytics. Donc, on peut tout à fait avoir des données concrètes et objectivables. On a un outil qui nous permet d'envoyer des pop-up sur le bureau de l'utilisateur pour le sensibiliser au fait d'éteindre son PC lorsqu'il ne s'en sert pas, etc. Et cette fonctionnalité, elle a été étendue à de la sensibilisation sur la sobriété numérique. C'est repris en compte par le service de communication interne. Mais par contre, on est dans l'humain et cet apprentissage, il prend du temps et il doit se faire au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on a fait une campagne de communication ponctuelle qu'on a transformé le comportement des utilisateurs. C'est vraiment le paradoxe et c'est le même qu'on a aujourd'hui dans la vie quotidienne sur nos usages du quotidien et l'impact environnemental, éteindre la douche et compagnie. Oui, ça me fait rire parce que moi dans la maison, c'est le premier qui vient à l'esprit. Je me bats. Alors moi c'est la lumière, c'est-à-dire que je me bats pour éteindre les interrupteurs en permanence. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a aussi, on a aussi tous des contradictions et notamment en termes de performance. Et quand je parle du device, on sait très bien que garder un device pendant 4, 5, 6 ans sur le papier, évidemment, c'est beaucoup plus responsable. En revanche, en termes de performance, il faut s'assurer que du coup, mon expérience en tant qu'utilisateur ou en tant que collaborateur ne sera pas dégradée. Je pense à l'obsolescence programmée sur les smartphones. Oui. Je suis le premier à essayer de changer de smartphone tous les 2 ans, 2 ans et demi, parce que je me rends compte que je perds en performance. Alors, c'est pas
pas dramatique, hein, mais voilà, ça impacte mon expérience d'utilisateur et du coup, j'ai tendance à changer plus rapidement que ce qu'il le faudrait. C'est des comportements qu'on voit aussi, je pense, en entreprise et c'est pour ça finalement que l'acculturation, elle reste présente, hein, puisqu'elle a quand même été plébiscitée par certains clients, mais peut-être moins que le reste. Écoutez, mesdames, merci déjà pour tous ces échanges. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à Intel, encore une fois, notre partenaire pour cette série de podcasts autour du green. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Merci à tous, à très bientôt et bonne fin de journée. Merci Philippe. Merci à toi.